Bonsoir à tous et bienvenue sur i24 News. C'est l'heure de votre journal du sport. Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui encore pour un quart d'heure en votre compagnie. Un programme chargé aujourd'hui. Restez avec nous, on est parti. Et je vous propose d'ouvrir cette émission par la CAN. La CAF a annoncé ce mardi la décision de ne pas organiser la compétition au Maroc. Le pays avait déjà demandé à 2 reprises le report de la CAN qu'il devait accueillir en janvier prochain. La CAF va donc organiser le tournoi dans un autre pays. Pour en parler avec moi par téléphone, Samuel Lobé. Samuel, bonjour, vous êtes consultant football. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Alors c'est sûr, la CAN n'aura pas lieu au Maroc. À quelques semaines de la compétition, c'est un coup dur pour la Confédération africaine. Bah oui, mais ils ont été obligés de réagir parce que l'autorité marocaine demandait à chaque fois des reports pour où, pour quand. Donc eux, ils avaient déjà pris des engagements, notamment avec des gros sponsors. Et puis les clubs aussi qui devaient libérer leurs joueurs à certaines dates précises. Donc ils sont obligés de prendre acte et d'organiser la CAN dans un autre pays. Alors Samuel, peut-on blâmer le Maroc de prendre cette décision? Il suit finalement les indications de l'OMS, Ils ne suivent pas les organisations de l'OMS parce que l'OMS n'a pas dit de ne plus organiser de compétition, quelle que soit cette compétition, en Afrique. Ils ont dit que le virus peut se propager, mais partout en Afrique, mais il y a quand même des pays à risque qui ne sont pas forcément concernés par la CAN. Le Sierra Leone ne va pas se qualifier, le Libéria ne va pas se qualifier, et la Guinée n'est pas sûre de se qualifier pour cette CAN. Donc on parle de quoi? On parle que les autres pays vont amener des gens potentiellement contaminables ou qui vont contaminer. C'est ce qui me surprend un petit peu. Alors par ailleurs, la sélection marocaine ne pourra donc pas participer à cette compétition. Les Lions de l'Atlas sont automatiquement disqualifiés, ne pourront pas prendre part à cette 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. D'autres sanctions pourraient prochainement être décidées. Lesquelles, par exemple? Vous avez une idée? Oui, je pense que le président de la CAF rentre en relation avec le président de la FIFA. Après, il faut qu'il accepte pour demander à ce que le Maroc ne participe pas aux éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Donc ça peut être très handicapant, et pas seulement pour la sélection A, pour aussi les autres sélections, les A', les moins de 17, les moins de 18. Donc c'est tout le football marocain qui risque d'être handicapé dans les années à venir. Alors la Confédération africaine précise que plusieurs fédérations ont déjà fait acte de candidature pour remplacer le Maroc. Vous avez une idée? Ça va être dur parce qu'on sait qu'en Afrique, il y a un manque d'infrastructures. Alors ces infrastructures existent au niveau stade. Mais maintenant, pour tout ce qui est le marketing, pour tout ce qui est aussi l'entretien de ces stades, est-ce qu'ils ont été entretenus entre le moment où ils ont été construits? Je pense au Ghana, je pense à l'Angola, je pense au Gabon. Et aujourd'hui, donc il va falloir qu'ils aillent faire le tour de ces potentiels accueillants. Mais on parle aujourd'hui beaucoup de l'Angola. Merci beaucoup Samuel Lobé pour votre intervention sur notre chaîne. Football, encore avec le début de la trêve internationale et match de qualification pour l'Euro qui débute ce jeudi. À noter qu'Israël reçoit la Bosnie ce dimanche à Haïfa. Mais avant cela, quelques matchs amicaux vont se jouer ce soir. L'Argentine joue contre la Croatie à Londres, un match de prestige entre deux très bonnes équipes. Mais surtout, pour les sélectionneurs, c'est l'occasion de tester leurs joueurs. Revue d'effectifs donc pour Tata Martino qui découvre peu à peu sa sélection. Les Argentins vice-champions du monde cherchent évidemment à préparer la Copa América 2015 qui aura lieu au Chili. Décision forte, le sélectionneur vient de rappeler Carlos Tevez, l'attaquant de la Juventus est en forme étincelante en ce moment, mais a très souvent été écarté de l'Albi Céleste. Tata Martino entend bien le faire jouer et le mettre à l'épreuve. On l'écoute. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit différent, mais je pense que c'est une bonne décision. J'ai ma propre philosophie et je réagis en fonction de ce qui s'est passé à la Coupe du Monde et après, mais je fais à ma façon. On est tous des professionnels et c'est une opportunité à saisir, pas seulement pour Carlos, mais pour de nombreux joueurs, de profiter un maximum de cette opportunité et de mon côté, de les accompagner le plus possible. Et autre rencontre de prestige, les Pays-Bas reçoivent le Mexique pour un remake des huitièmes de finale de la dernière Coupe du Monde. Rappelez-vous, alors que les Mexicains ont mené sur toute la rencontre, la sélection orange est parvenue à inverser la tendance en l'espace de quelques minutes et s'est donc qualifiée pour les quarts de finale. Un échec qui bien évidemment reste dans toutes les mémoires au Mexique, mais cela n'empêche pas la sélection tri d'aller de l'avant. Allez, on va regarder les autres matchs amicaux, opposition de prestige entre l'Argentine et la Croatie, le Mexique et les Pays-Bas se retrouvent pour la revanche de la Coupe du Monde. Enfin, le Brésil se déplace à Istanbul pour y jouer la Turquie, alors que la Belgique affronte l'Islande.
La Formule 1 est un sport de prestige, mais depuis quelques années, elle a du mal à tenir son rang. Les grands prix s'essoufflent et les nouvelles technologies ont parfois du mal à se frayer un chemin dans cette discipline ultra technique. Pour continuer, la Formule 1 doit changer, elle doit s'adapter à son époque. Pilotes, écuries et ingénieurs sont dans les starting blocks pour la grande révolution qui s'annonce. Le point avec Lise Barenboim. La Formule 1 est en perte de vitesse. Audience télé à la baisse, crise financière, accidents à répétition et scandale de corruption. Malgré ces nombreux maux, la F1 continue de faire de nouveaux adeptes. À Jérusalem, depuis 2 ans, une course de prestige avec de nombreuses stars ravit petits et grands. C'est un rêve qui devient réalité. Jérusalem, la ville sainte, a un potentiel énorme. Comme centre du monde où plus de 4 milliards de personnes rêvent d'aller au moins une fois dans leur vie. C'est notre devoir et notre objectif de développer Jérusalem pour que le monde en bénéficie. Si la reine des automobiles continue de faire rêver de nombreux fans, le spectacle n'est plus toujours au rendez-vous. Plusieurs grands prix ont disparu des calendriers ces dernières saisons, comme en Inde ou en Corée du Sud, faute de moyens financiers suffisants. La concurrence est rude et le renouvellement s'impose. Pour assurer son avenir, la discipline numéro 1 du sport automobile doit réagir pour faire revenir le public. Plusieurs solutions sont envisagées. Pour rendre les grands prix plus attractifs, réduire les courses de moitié, 30 tours et 45 minutes de course pour permettre aux pilotes d'être plus agressifs et d'attaquer sans arrêt. Au niveau technique, la suppression des arrêts au stand rythmerait davantage les parcours. Tous les pilotes partiraient avec le plein d'essence et devraient gérer leur consommation. Tout doit être fait pour éviter la domination d'un pilote ou d'une écurie sur le long terme, comme celle de Sebastian Vettel et de son équipe Red Bull. Toutes les équipes ont espéré la fin de la domination de Red Bull, qui a été très forte ces 4 dernières années, et nous avons réussi à nous débarrasser de cette hégémonie. Une nouvelle attribution de points existe depuis la saison dernière. Bernie Ecclestone a eu l'idée de doubler le nombre de points habituels lors du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Ce joker de points pourrait être appliqué à toutes les courses afin de laisser chaque pilote choisir l'épreuve pendant laquelle il souhaite doubler ses points. Si le monde de la F1 a des efforts à faire, il faut rappeler qu'il a su se réinventer en passant au moteur V6 turbo hybride. Un nouveau championnat de formule électrique a même été inauguré cette année à Pékin. La Formule E compte bien être le complément indispensable de sa grande sœur et ravit les plus grandes gloires du sport auto. En dehors de la compétition, doit être une sorte de laboratoire pour une discipline et surtout pour une technologie complètement nouvelle. L'accident spectaculaire du pilote Nick Heidfeld lors de la course inaugurale à Pékin ne démoralise pas les partisans de la Formule E. Pour le gagnant de la course, Luca Di Grassi, l'électrique est l'avenir de la discipline, tant pour sa qualité que pour sa fiabilité. Tout d'abord, je suis vraiment heureux que Nick Heidfeld soit sain et sauf. Cela prouve que la voiture est très fiable. À tous ceux qui se plaignent ou qui disent que les voitures électriques ou la batterie n'offraient pas une bonne sécurité, etc., cela prouve que la voiture est totalement fiable. La Formule 1 a été pendant de très nombreuses années le moteur de l'industrie automobile. Toujours à la pointe de la technologie, elle a su apporter les révolutions qui équipent à présent nos voitures de série. Elle n'a pas fini de nous faire rêver, même si elle doit aujourd'hui se réformer. Et on ouvre une page tennis avec le Master de Londres. Le dernier tournoi ATP de la saison, sextuple vainqueur du Master, Roger Federer continue d'évoluer à son meilleur niveau. À Londres, le Suisse a croqué Kei Nishikori en 2-7, 6-3, 6-2. Federer a encore l'espoir de ravir la première place du classement mondial et cela se voit sur le terrain. Pour le Japonais, malgré cette défaite, une qualification pour les demi-finales n'est pas à exclure puisqu'il a battu Andy Murray lors du premier match. Et puis justement, avec déjà une défaite au compteur face à Kei Nishikori, Andy Murray n'avait pas le droit à l'erreur face à Milos Raonic. Le Britannique a parfaitement su réagir pour s'offrir sa première victoire dans ce Master. 6-3, 7-5. Murray peut encore espérer se qualifier pour les demi-finales, mais pour cela, il faudra battre le grand Roger Federer. Pour Milos Raonic, par contre, c'est presque terminé. Le Canadien, qui a enchaîné une deuxième défaite, n'a plus beaucoup d'espoir de rejoindre le dernier carré. Et puis, tennis, toujours avec l'équipe de France qui est à Bordeaux. Elle a entamé sa préparation avant la finale de la Coupe Davis, qui va se dérouler devant 27 000 personnes à Lille. Les tricolores affronteront la Suisse de Roger Federer et Stanislas Wawrinka. Cette génération de Français va avoir l'occasion de s'illustrer. Elle qui était vierge de titres individuels. Le seul à s'en être approché, c'est
c'est Tsonga, rappelez-vous. Il avait disputé la finale d'Open d'Australie en 2008. Les Suisses n'ont jamais conquis le saladier d'argent alors que la France affiche 9 victoires. Déjà, résultat final. Entre le 21 et le 23 novembre prochain, on écoute tout de suite Tsonga, le capitaine de l'équipe d'Arnaud Clément. On est tous des leaders potentiels. Voilà, on a tous un caractère bien différent. Je crois qu'aujourd'hui, le groupe est vraiment homogène et c'est ce qui fait la force un peu de ce groupe. Vous savez, ce sont deux joueurs de très très haut niveau. Ils sont numéro 2 et numéro 4 dans le monde. On connaît la carrière de Roger Federer, on connaît la saison de Stan Wawrinka. Voilà, ils ont l'habitude de gérer des changements de surface. Et voilà, moi je suis persuadé qu'ils joueront un tennis de très haut niveau le week-end à Lille. Donc à nous justement de hausser nos niveaux, de faire une très bonne préparation pour pouvoir leur mettre une position la plus forte possible. Les sports américains deviennent de plus en plus populaires à travers le monde. La NBA s'exporte et voyage. Les joueurs sont de véritables icônes interplanétaires. Qui n'a pas entendu parler de Derrick Rose, LeBron James ou encore Kevin Love? Eh bien, les autres sports ne sont pas en marge. Le baseball, le football sont aussi sous les projecteurs. Lors de la finale du Super Bowl, rappelez-vous, les audiences télé ont explosé. À l'heure de la médiatisation, les sports américains ne veulent plus rester de l'autre côté de l'Atlantique. On les retrouve dans des pays insolites. Vous allez le voir dans le reportage, comme quoi tout change. Je vous laisse en compagnie de Michael Friedman. Il fut un temps où les sports américains ne déchaînaient pas les foules en dehors des États-Unis. Mais aujourd'hui, on peut voir des passionnés un peu partout à travers le monde, qui suivent des matchs autant que les Américains eux-mêmes. Le football américain est très suivi en Europe, à tel point que beaucoup en viennent à se demander si Londres ne pourrait pas devenir la première ville européenne à avoir une équipe de NFL. Près de 84 000 Britanniques sont venus récemment remplir le stade de Wembley pour assister à un match de football. Bien loin de la Première Ligue, il s'agissait d'une rencontre de football dont les Anglais sont peu habitués. Londres a en effet accueilli le 3e match de saison régulière de NFL avec l'une des plus grosses équipes américaines, les Cowboys de Dallas, qui ont amené avec eux toutes sortes de supporters. Tous les joueurs portaient leurs crampons et essayaient de trouver leur appui sur le terrain. Je ne pense pas d'ailleurs que ce terrain soit habitué à des athlètes de 130 kg. Vous savez, les joueurs de football européens sont bien plus légers que nous. Cette partie a créé un buzz énorme avec certains des plus grands joueurs de football européens qui sont venus assister à la rencontre, comme par exemple le joueur de Manchester City, Sergio Agüero, qui est venu habillé avec la tenue des Cowboys de Dallas. Au bord du terrain, on pouvait même voir José Mourinho discuter avec la légende de NFL, Emmitt Smith. On a aussi vu le milieu de terrain de Tottenham, Christian Eriksen, avec un ballon de football américain entre les mains. L'idée que ce sport typiquement américain puisse s'étendre en Europe et que ce ballon soit manipulé dans les futures compétitions européennes excite déjà de nombreux grands athlètes américains. On espère vraiment propager la passion pour le football américain à travers le monde pour arriver à obtenir soit une participation aux Jeux Olympiques, soit à une Coupe du Monde. La NFL n'est pas le seul sport américain qui déchaîne les passions en dehors de ses frontières. Comme les World Series sont finis, les meilleurs joueurs de baseball vont maintenant montrer leurs aptitudes lors d'une rencontre qui va se dérouler sur 5 matchs contre l'équipe nationale du Japon. Une nouvelle expérience pour les joueurs. Pour moi, c'est vraiment une chose qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Avoir la chance de participer à un match au Japon contre l'équipe nationale et de pouvoir représenter la ligue majeure de baseball, c'est incroyable. Et ça ne va pas vous étonner si je vous dis que le basket américain continue de s'étendre à travers le monde. Durant la pré-saison, il y a même eu des matchs qui se sont déroulés en Chine. C'est bon à voir, vous savez, le basketball est devenu un sport tellement populaire. Je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte à quel point c'est devenu important. Venir jouer des matchs très suivis avec une foule en folie, c'est vraiment énorme pour nous. Alors que chacun de ces sports continue de prendre de l'importance mondialement, il ne serait pas étonnant de voir un jour des rencontres opposant des équipes américaines contre des européennes. Certaines grandes villes pourront avoir des équipes, comme par exemple les Jaguars de Londres, les Panthères de Paris ou même les Broncos de Barcelone. Alors, quelle équipe européenne va être la première à avoir son équipe ?
Et on reste aux États-Unis pour la NBA. Cette fois-ci, même sans leur franchi Nicolas Batum, les Portland Trail Blazers gagnent. Ils ont battu chez eux les Charlotte Hornets 102-100. Portland a pu compter sur son duo de choc Damian Lillard et LaMarcus Aldridge. À eux deux, ils ont marqué 54 points, récupéré 18 rebonds et donné 10 passes décisives. Et pourtant, ça n'a pas été facile pour les Blazers qui perdaient de 24 points à la mi-temps. Ils ont renversé la tendance, notamment grâce à un +12 lors du dernier quart-temps. Ils comptabilisent maintenant 5 victoires pour 3 défaites. Une fois n'est pas coutume, on parle cricket. La Coupe du Monde a voyagé. Regardez les images. Le trophée effectue un saut en parachute spectaculaire pour terminer sur une plage australienne. Le tournoi qui va se dérouler pendant 3 semaines en Australie. La compétition commencera le 14 février prochain, et oui, le jour de la Saint-Valentin, et elle mettra les meilleurs joueurs du monde en compétition. Et puis cricket toujours avec un sport qui est décidément étonnant. Regardez, un supporter a gagné 4 000 $ après avoir attrapé une balle lors d'un match de Nouvelle-Zélande. Le fan a couru pieds nus vers la balle et a réussi à l'obtenir à une main. Le petit chanceux a déclaré qu'il allait utiliser cet argent pour payer ses dettes. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour encore plus de résultats de la planète sport. Restez avec nous en attendant car l'info continue sur i24 News. Soyez sportifs et mangez léger. À demain.